Pour un élu local, c'est un passage obligé. Entendez se mettre sur son 31 et enchaîner les inaugurations. Ce matin, sur l'agenda de ces élus, était écrit « Visite de la maternité de Coulommiers, entièrement rénovée ». Et ce matin-là, donc, le directeur les attendait avec sa jolie cravate couleur locale pour leur faire un petit tour et leur montrer que les deniers publics ont bien été utilisés. Bonjour, donc je suis Catherine, une des sages-femmes de la maternité. Donc je vous présente déjà le hall, donc vous remarquerez le joli parquet. Comme un parfait guide de musée, la sage-femme souligne tous les travaux réalisés dans la maternité. Et elle ne va pas avoir de mal à impressionner les élus. Donc une chambre seule, je vous laisse rentrer la voir. Fini les chambres à plusieurs. Place à 13 chambres individuelles et confortables avec écran plasma pour les mamans et petite baignoire pour les bébés. On se croirait presque à l'hôtel. Vous n'avez pas montré tout à l'heure, le top du top, les tables de nuit avec le petit réfrigérateur que les mamans apprécient fortement, bien sûr. Un confort qu'apprécient les jeunes mamans et leur progéniture. Mais pour ça, évidemment, il a fallu mettre le prix. Et c'est de l'argent public. Combien coûte la rénovation de l'ensemble de ce service ? Alors, la totalité de la maternité, c'est 540 000 €. Un demi-million d'euros. Une somme que personne ne remet en cause, car l'hôpital était vétuste, les travaux nécessaires. On vous laisse partir en Pour autant, nous, contribuables, avions-nous les moyens de nous le permettre, à l'heure où l'on parle de déficit public abyssal ? Au milieu des petits fours et du Vouvray, cette question cruciale n'a pas vraiment l'air de tarauder les élus. Jusqu'à ce qu'on mette les pieds dans le plat. Il y a juste un petit problème. C'est que l'État n'a pas l'argent pour payer tout ça. C'est du crédit. Oui, mais je crois qu'un service qui est créé va servir pour un certain nombre de générations. On fait des investissements, mais avec de l'argent qu'on n'a pas. C'est le propre des services publics. Vous êtes déficitaire ? Non, pas d'être déficitaire, d'investir et de parier sur l'avenir. Mais peut-on parier sur un avenir qui s'assombrit ? Le déficit public grossit à vue d'œil. Le pays cumule les dettes qu'il faudra bien rembourser. En 2010, chaque bébé qui naît démarre sa vie de futur contribuable avec une dette de 24 000 € sur le dos. Et la tendance n'est pas près de s'inverser. Si la France était un particulier, elle aurait sûrement un interdit bancaire. Aujourd'hui, sa dette atteint 1 500 milliards d'euros. Chaque jour qui passe, elle s'alourdit d'en moyenne 110 millions d'euros. Une situation devenue si explosive que les politiques n'hésitent plus à employer les mots pour choquer l'opinion publique. Moi, je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. En réalité, le problème ne date pas d'hier. Cela fait longtemps que le pays vit à crédit. Il dépense plus d'argent que ce qu'il a dans son portefeuille et doit emprunter toujours un peu plus chaque année. Pourquoi la France a-t-elle cumulé autant de déficits ? Voici l'histoire d'une faillite, ou comment notre pays doit chaque jour emprunter des milliards d'euros pour survivre. Si la dette publique suscite toutes les inquiétudes aujourd'hui, il faut remonter loin dans le temps pour en trouver les prémices. Il y a 50 ans, les finances de la France étaient à l'équilibre. C'était l'époque des 30 glorieuses, de la croissance et du plein emploi. Mais au début des années 70, un événement économique mondial change la donne. Le choc pétrolier et l'explosion soudaine du prix du baril. Il engendre des pénuries d'essence et fait flamber le coût des produits de consommation. Le Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, engage alors de coûteuses mesures de relance. C'était pour le gouvernement une mission essentielle et prioritaire que de rétablir au plus tôt les équilibres économiques fondamentaux. Les finances du pays plongent dans le rouge. L'État est en déficit, il doit emprunter. C'est le début de la dette publique, 28 milliards de francs à l'époque. Aujourd'hui, cela représenterait 10 milliards d'euros. Mais c'est en 1981 que la dette va exploser. La gauche au pouvoir, le Premier ministre Pierre Mauroy lance une politique d'investissement public. Il embauche par exemple 50 000 fonctionnaires. Pour financer tout ça, on emprunte encore. Et la dette gonfle, elle est multipliée par 3. Depuis cette date,
tous les gouvernements ont agi à peu près de la même manière. L'État dépense toujours plus, alors que les recettes ne suivent pas. Malgré les déclarations d'intention, aucun homme politique au pouvoir n'a stoppé l'hémorragie. On a fait nos comptes, avant même qu'on fasse quoi que ce soit, il y a un déficit qui est de plus de 50 milliards. La priorité, c'est la réduction des déficits. La France d'aujourd'hui vit au-dessus de ses moyens. La France dépense donc beaucoup plus qu'elle ne gagne. Elle est obligée d'emprunter. Pour trouver cet argent, le pays a même créé une cellule spéciale. Ici, dans l'immeuble très austère du ministère des Finances. C'est après avoir parcouru des couloirs interminables que nous retrouvons l'un des personnages les plus importants de la République. Celui qui, tous les ans avec le gouvernement, détermine la somme d'argent que la France a besoin d'emprunter. Philippe Josse. S'il affiche sa bonne humeur, ce personnage bonhomme a pourtant une lourde charge sur les épaules. Celle de faire le budget d'une famille très dépensière. La France. Ça va, Dominique ? Bonjour, monsieur. Eh bien, écoutez, Philippe Josse doit surveiller chaque euro qui rentre ou qui sort des caisses de la famille. Il tient même pour ça un livre de comptes, ce livre bleu. Dans ce document-là, qu'on appelle le Grand Bleu, et vous allez trouver tous les chiffres ramassés en quelque sorte en quelques lignes, l'ensemble des recettes, l'ensemble des dépenses. Les recettes, ce sont les impôts et les taxes que la France fait rentrer dans ses caisses. Les dépenses, ce que le pays utilise pour payer l'enseignement, la justice ou tous les services publics. Philippe Josse a fait ses calculs. Pour l'année 2010, c'est loin d'être rassurant. Voilà ce qu'il a prévu. Un compte encore et toujours dans le rouge. Là, on avait un déficit budgétaire prévisionnel qui faisait 116 milliards d'euros. Il était prévu de dépenser 116 milliards d'euros au-delà des recettes encaissées. La famille vit au-dessus de ses moyens. Il allait donc manquer 116 milliards d'euros au pays. Comme depuis 35 ans, la France dépense plus que ce qu'elle a dans ses caisses. Mais comment on fait pour vivre quand on dépense autant ? On emprunte, ça constitue de la dette. Et tout cet argent, Philippe Josse ne va pas le chercher très loin. À l'étage juste au-dessus, voici l'homme qui vaut des milliards. Philippe Mills, le monsieur dette de la France. Il dirige un service isolé dans le ministère, tout au fond d'un couloir, l'agence France Trésor. On va dans la salle de l'agence. Un open space, une sorte de salle de marché avec une quarantaine d'hommes et de femmes plutôt jeunes. Des spécialistes de la finance qui ont travaillé pour les plus grosses banques, mais aussi des hauts fonctionnaires. L'unité de compte ici, c'est le milliard d'euros. Volume total demandé. 6 milliards 220 millions. Ce sont eux qui font tourner le pays. Eux qui doivent trouver l'argent nécessaire pour que la France boucle ses fins de mois. Mais avant d'emprunter le moindre euro, Philippe Mills consulte toujours le chargé de compte de la France. Donc, Hervé Neruzen, qui est le responsable de la cellule de trésorerie de l'agence. Hervé surveille sur son ordinateur les dépenses et les rentrées d'argent du pays. Car exactement comme un particulier, la France dispose d'un compte en banque, enregistré ici. Sur son écran, une courbe verte. Ce sont les mouvements de fonds du compte tout au long de l'année. Et ils correspondent presque à chaque fois à un événement de la vie du contribuable. Ce jour-là, par exemple, le 15 septembre, de l'argent est arrivé. Alors, le 15 septembre, ça correspond à deux éléments. C'est d'abord le solde d'impôt sur le revenu et ensuite la perception du troisième acompte d'impôt sur société. Ça veut dire que les caisses de l'État, il y a de l'argent sur le compte de l'État parce que les gens payent leurs impôts. Exactement. Mais il y a certains moments moins tranquilles où le chargé de compte a quelques sueurs froides. À la fin de chaque mois, il y a la paye des fonctionnaires et le paiement des pensions des fonctionnaires. En fin de mois de janvier, par exemple, cette baisse est liée à la paye du mois de janvier et au paiement des pensions. Le salaire des fonctionnaires français, plusieurs milliards d'euros à sortir chaque mois. Pour faire face à ce type de dépenses, les recettes des impôts ne suffisent pas. Alors, l'agence France Trésor se met en quête d'argent. Et pour emprunter, elle a une méthode très singulière, les enchères. Nous sommes connectés sur les 2 liaisons à la Banque de France. Il est 14h13, ce lundi 30 août. Les financiers de France Trésor se sont donné 1 heure pour trouver de l'argent.
Ils se connectent en fait à leur ordinateur. Et ils font savoir qu'ils ont besoin d'emprunter 9 milliards d'euros aux meilleures conditions possibles. Quelques minutes plus tard, des investisseurs se mettent en ligne, les uns après les autres. Ils sont en fait en concurrence pour faire des propositions à France Trésor. Alors, nous revérifions une dernière fois. Au bout de quelques minutes, les lignes apparaissent. Plusieurs offres tombent. 9 participants proposent par exemple de prêter 4 milliards 480 millions d'euros. C'est une bonne nouvelle pour l'agence France Trésor, d'autant que très vite, on va lui offrir encore plus d'argent que ce dont elle avait besoin au départ. Servi 88,94,118. Nous avons plus de 10 milliards, hein, donc c'est très très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous arrêtons maintenant, nous pouvons couvrir nos 9 milliards de besoins que nous avons souhaité emprunter aujourd'hui. La somme totale proposée par les investisseurs dépasse donc déjà les 9 milliards que la France souhaite emprunter. Mais Philippe Mills n'est pas rassuré pour autant. Comme un particulier qui souscrit un crédit, il fait surtout très attention à un chiffre. Nous avons jusqu'à maintenant un taux d'intérêt à 0,55 par rapport au... Le taux d'intérêt auquel on veut bien lui prêter. Plus il est bas, moins ça coûtera cher à la France d'emprunter. Là, par exemple, un investisseur propose 0,553%. Mais c'est encore trop élevé pour Philippe Mills, qui laisse les montants des enchères s'envoler. 14,570. Il est 14h49 et 34 secondes et nous avons plus de 26 milliards demandés. Voilà, il est 14h50. Est-ce qu'il y a des lots en retard? 1 heure plus tard, les enchères sont clôturées. On contribue. Le système sélectionne alors les investisseurs qui lui ont fait les propositions les plus intéressantes, ceux qui offrent le meilleur taux. Voilà. Ce jour-là, la France va emprunter sur des durées courtes, moins d'1 an, et surtout à un taux moyen plutôt bas, 0,382%. Pour Philippe Mills, c'est un joli coup. C'est des conditions qui sont effectivement très favorables et qui sont les meilleures connues historiquement par le Trésor français. Ça veut dire qu'on se bouscule pour prêter de l'argent à la France? Ça veut dire que pour l'instant, effectivement, on se bouscule pour prêter de l'argent à tous les États qui sont donc des emprunteurs liquides et sûrs, dans lesquels la France fait évidemment partie. Être un emprunteur liquide et sûr, c'est-à-dire capable de rembourser ses dettes. La feuille. Voilà qui rassure les investisseurs. Et la feuille de synthèse. Une nécessité pour Philippe Mills, car il y a un scénario qu'il redoute par-dessus tout. Octobre 2009, la Grèce est au bord du chaos. Perte de salaire, embauche stoppée. Les fonctionnaires protestent, mais le pays ne peut plus payer. Les banques viennent de fermer le robinet du crédit. Elles n'ont plus confiance car elles ont découvert que le pays montait sur ses réelles difficultés financières et sur son déficit. La Grèce est en faillite. Cette situation, ce serait évidemment un cauchemar pour la France. Voilà pourquoi le directeur de l'agence France Trésor doit en permanence convaincre les investisseurs et donc entretenir avec eux des relations très privilégiées. Il faut à tout prix leur prouver que nous sommes bien un pays sérieux. 3 jours plus tard, Philippe Mills a changé de costume. Avec son sac de sport bleu, il ressemble un peu à un VRP. Et il s'en va effectivement vendre un produit, la France. Il se rend à Londres pour convaincre de riches investisseurs de lui prêter de l'argent. Avec son assistante, Philippe Mills peaufine ses arguments. Il va vanter les mérites du pays et il a même prévu de distribuer aux investisseurs une sorte de brochure publicitaire. Un dépliant plein de chiffres censé prouver que le pays se porte bien, avec par exemple la courbe du chômage. C'est ça, c'est le marché du travail. Et donc on voit là que dans la dernière période, l'économie française a recommencé à créer de l'emploi. En ce début septembre, les chiffres du chômage viennent de tomber. Ils sont plutôt bons. C'est un atout pour Philippe Mills. Il compte également mettre en avant les réformes mises en place par la France pour lutter contre le déficit. C'est ce genre de nouvelles qui peut rassurer les investisseurs. Les investisseurs, généralement, ont une vision de la France où ils pensent que la France est un pays rigide. Quand on voit ça, on voit que c'est en grande partie un préjugé et pas une réalité.
Une vision de la France que Philippe Mills veut changer chez les investisseurs. Mais il va être difficile pour nous de le vérifier. Car une fois à Londres, le directeur nous prévient que notre caméra risque de ne pas être la bienvenue à son rendez-vous. Dans ce monde de la dette des États, les investisseurs n'ont pas pour habitude de se dévoiler. Et c'est confidentiel ce genre d'information? Les investisseurs, ils veulent pas? Les investisseurs qui ne souhaitent pas que l'on connaisse précisément leur exposition à telle ou telle dette. Et pourquoi ils veulent pas? Parce que c'est de l'information de marché. C'est une information qui a une valeur de marché, c'est une information qui a une valeur sur la manière dont ils gèrent leur portefeuille. Et effectivement, lorsque nous arrivons sur les lieux du rendez-vous, l'investisseur a passé des consignes. La caméra n'est pas autorisée. Vous n'avez pas le droit de rentrer, vous ne pouvez pas filmer. Interdiction pour notre équipe d'entrer dans le bâtiment où a lieu la rencontre. L'investisseur veut rester confidentiel. On ne peut pas entrer? Non, je suis désolée, vous n'avez aucune autorisation. Il est impossible que je vous laisse rentrer dans le bâtiment. Mais vous savez pourquoi? Oui, parce que vous n'avez pas la permission. Difficile donc de savoir qui se cache derrière ces mystérieux investisseurs. S'ils restent aussi secrets, c'est parce que la dette française est aujourd'hui l'objet d'une grande concurrence entre eux. Un marché devenu mondial ces dernières années. Avant, la France n'empruntait que quelques milliards d'euros. Elle trouvait donc ses prêteurs à l'intérieur de ses frontières. Mais quand les sommes sont devenues trop importantes, ça n'a plus suffi. Désormais, les 3/4 de ses créanciers sont à l'étranger et se disputent ce marché de la dette française. Il y a les banques centrales des pays du nord de l'Europe, mais aussi des fonds d'investissement en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Des banques centrales de riches pays asiatiques comme la Chine et le Japon, ou encore des hedge funds un peu partout dans le monde. Nous sommes allés à la recherche de ces investisseurs. Et c'est au Québec que nous avons retrouvé l'un d'entre eux, ou plutôt l'une d'entre elles. À Montréal, exactement. Mais il nous a fallu quitter le centre et son quartier des affaires, nous enfoncer dans la banlieue résidentielle très tranquille de la ville, pour arriver là. Une petite maison en bois typique, où nous avons fait la connaissance de Madeleine, 65 ans, une retraitée visiblement épanouie. Alors, habituellement, on y installe des coussins, mais la balançoire, on peut s'asseoir à 4 personnes, même avec des enfants un peu plus tassés. Puis la tasse de café ou le bon verre de vin. Et voilà, avec un bon livre, une bonne lecture. C'est une retraite paisible ici, non? Oui, exactement. C'est donc cette retraitée sur sa drôle de balançoire qui prêterait de l'argent à la France. En fait, Madeleine est une ancienne fonctionnaire qui a cotisé pour sa retraite pendant 18 ans. Mais au Québec, toutes les cotisations des fonctionnaires vont ensuite dans un fonds d'investissement. Un fonds chargé de placer cet argent et de garantir aux Québécois comme Madeleine sa retraite. Mais sait-elle vraiment d'où vient cet argent? Quel placement le fonds d'investissement a-t-il réalisé pour lui permettre de toucher cette retraite? En fait, Madeleine n'en a aucune idée. C'est nous qui allons lui apprendre, et ça va plutôt l'étonner. Et si je vous dis que cet argent par la Caisse des dépôts, il est prêté à l'État français, qu'est-ce que vous en dites? Je suppose que si la Caisse de dépôt se permet de placer l'argent dans ces endroits-là, c'est parce qu'il y a des sous à faire ou parce que c'est un investissement qui est contrôlé? Je suppose qu'ils prennent bien leurs informations avant. Mais c'est une bonne question. Ouais. Peut-être une façon de mieux s'informer qu'est-ce que la Caisse de dépôt fait avec notre argent. Madeleine a-t-elle des raisons de s'interroger? Prêter de l'argent à un État déjà fortement endetté comme la France, est-ce risqué? Pour le savoir, nous sommes allés voir ce fameux fonds d'investissement. Dans le centre de Montréal, c'est dans ce bâtiment de verre ultramoderne qu'il se trouve. La Caisse de dépôt et placement du Québec. On dirait le siège d'une grande multinationale. C'est en fait une institution publique qui gère les cotisations des 100 000 fonctionnaires du pays. Un très gros gâteau sur lequel veille Roland Lescure, un Français, le numéro 1 ici, droit dans ses bottes et très fier de nous présenter les lieux. Superbe immeuble, mais dont la mission première, c'est de
gérer les retraites et les cotisations d'assurance de ce qu'on appelle nos déposants. On a environ 700 personnes qui travaillent ici, qui gèrent environ 140 milliards de dollars canadiens. Un portefeuille de 100 milliards d'euros. Mais pour que Madeleine et les autres retraités touchent une bonne retraite, la Caisse ne se contente pas de conserver l'argent. Elle cherche à faire fructifier son capital. Il y a même ici une salle de marché, où l'on investit l'argent des cotisants québécois. Une cinquantaine de traders qui achètent et revendent des actions. Un seul parmi eux ne joue pas en bourse, c'est Simon Lamy. Salut, tu vas bien? Bien. Ouais. Bonjour. Salut, ça va? Oui, certain. Alors, aujourd'hui, l'argent qu'il investit, Simon le prête aux États du monde entier. Là, par exemple, c'est au Canada qu'il va prêter. Il appelle ça transiger. Qu'est-ce qui se passe là, Simon? Oh, je viens de transiger un peu de 30 ans Canada. Il vient de prêter 5 millions de dollars au Canada sur 30 ans. Ça porte sur des sommes importantes quand vous transigez comme ça? Ça dépend. Ça dépend. Des fois, c'est de très petites sommes. Des fois, ce sont des sommes plus importantes. C'est quoi une très petite somme pour vous, par exemple? Bon, une très petite somme, 5 millions. Un prêt de 5 millions de dollars qui va lui rapporter 200 000 dollars par an. À ce petit jeu qui se produit une trentaine de fois par jour, les Québécois finissent par empocher pas mal d'argent. Et pour limiter les risques, ils ont décidé de ne prêter qu'aux riches. Le Canada, les États-Unis, le Japon, mais aussi la France, où la Caisse a investi 2 milliards d'euros l'an passé. Et vous prêtez donc plutôt aux pays riches? Aux pays riches. Ben, enfin, c'est relatif, ça. C'est les pays riches. C'est des pays riches, mais qui ont quand même besoin de se faire d'être financés. Donc, c'est relatif, la richesse. Enfin. Des pays riches comme la France, en effet très endettés. Alors, n'y a-t-il pas un danger pour les Québécois à leur prêter de l'argent? La Caisse court-elle le risque de ne jamais revoir sa mise? Au 17e étage du bâtiment, Roland Lescure, le patron, n'a pas l'air plus inquiet que ça. En ce moment, il a même demandé à ses traders de prêter massivement aux États. En cette période de crise financière, ce serait pour lui une sorte de valeur refuge, sans risque. Si j'investis aujourd'hui sur le marché des actions chinoises, je vais sans doute avoir un rendement plus élevé de 10-15% par an, mais avec un risque plus élevé aussi, un risque de perdre 15, 20, 30%. Le marché chinois, depuis le début de l'année, sur les actions, il a perdu 20%. Quand j'investis dans des obligations d'État, qu'elles soient canadiennes, américaines ou françaises, j'investis dans une classe d'actifs, dans une catégorie d'actifs dont le rendement est plus faible, certes, mais dont le risque est aussi beaucoup plus faible. Un placement beaucoup moins risqué pour les investisseurs. Car pour l'instant, les États remboursent au fur et à mesure leurs dettes. Mais la France, qu'a-t-elle à y gagner? Aujourd'hui, vivre ainsi à crédit pèse lourd. En 2010, rien qu'en intérêt, la France a dû rembourser à ses prêteurs comme les Québécois 45 milliards d'euros.